Bonjour, nous allons maintenant aborder la dernière partie, le dernier chapitre de ce thème, qui sera le chapitre 3, variation génétique bactérienne. Effectivement, les bactéries ont de l'ADN, donc présentent des variations génétiques. C'est ce qui va nous intéresser. Donc voilà, variation génétique bactérienne, un petit slogan, les antibiotiques c'est pas automatique, on va voir pourquoi c'est si important. Tout d'abord, la lutte contre les micro-organismes, puisque les bactéries sont des micro-organismes, avec un petit peu d'histoire pour commencer. Ce ne sont pas les espèces les plus fortes et les plus intelligentes qui survivent, mais celles qui s'adaptent au changement. La théorie de Darwin est parfaitement illustrée par un des grands problèmes de santé publique du siècle, la résistance des bactéries aux antibiotiques. Antibiotiques qui furent la grande révolution médicale du XXe siècle. Le premier antibiotique identifié est la pénicilline. Alexander Fleming, en 1928, s'aperçoit de retour de vacances que ces cultures bactériennes ont été contaminées par un champignon. Le champignon en question, Penicillium notatum, avait stoppé la reproduction des bactéries. Le premier antibiotique, la pénicilline, vient de naître. Toutefois, la découverte ne sera exploitée à l'échelle industrielle qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale. En 1932, on découvre le premier antibiotique de synthèse, un composé du soufre, le Prontosil. C'est un petit miracle qui permet de guérir de nombreuses maladies, jusqu'alors considérées comme incurables. En quelques années, l'industrie pharmaceutique investit considérablement et découvre de nombreux autres antibiotiques. À partir des années 70, le monde médical pense s'être doté d'un arsenal antibiotique complet. Pourtant, on découvre peu à peu que chaque nouvel antibiotique engendre des résistances. Les premières résistances à la pénicilline apparaissent 3 ans après son arrivée sur le marché. Et pour le Prontosil, à peine 6 ans plus tard. Alors que la consommation mondiale d'antibiotiques ne cesse de croître, l'offre de nouveaux antibiotiques stagne. Aujourd'hui, le monde prend conscience que l'antibiorésistance est un problème de santé publique majeur. En 2014, pour la première fois, l'OMS publie un rapport alarmant sur l'émergence des résistances aux antibiotiques et sur le manque de données dans les pays en voie de développement. Alors, pour continuer cette petite histoire, d'abord je voudrais souligner que ce qui a été dit dans cette vidéo au début, que ce ne sont pas les individus les plus gros qui survivent, mais que ce sont les espèces qui s'adaptent. Je suis pas du tout d'accord, on ne dit pas que les espèces s'adaptent parce qu'elles n'ont pas choisi de s'adapter, c'est pas un choix délibéré, c'est une loterie, c'est-à-dire que si une espèce est équipée génétiquement, par rapport à l'environnement, elle survivra. Si elle n'est pas équipée, si elle n'a pas les bons allèles, elle ne pourra pas survivre, donc elle mourra. On le voit bien dans le cas des épidémies, ce sont des êtres vivants microscopiques, on ne les voit pas, mais si notre organisme possède l'équipement nécessaire pour lutter, on survivra. Si on n'est pas équipé, si on n'a pas les bons globules blancs au bon moment, on mourra. C'est comme ça s'appelle la sélection naturelle. Donc, avant de parler d'antibiorésistance, apprenons à connaître ces fameux micro-organismes, donc ces bactéries. Alors, les antibiotiques dans un premier temps. Pour illustrer, donc pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé, vous avez ici une boîte de pétri avec un milieu solide, la gélose, dans laquelle on a inclus, donc il y a de l'eau naturellement, et des nutriments, tout ce qu'il faut pour la nutrition du micro-organisme en culture. Ici, c'est une culture de bactéries. Donc initialement, il n'y avait que des bactéries,
Puis un champignon microscopique est venu se déposer dans la, s'est développé dans la culture, un petit peu à partir de cet endroit-là. Développement circulaire. Donc là, vous avez une moisissure. La culture bactérienne est ici, et à l'interface entre la culture du champignon, entre le développement de la moisissure et la culture bactérienne, on a une zone transparente. Cette zone transparente, voyons voir ce qu'il y a dedans. Donc d'abord, dans la partie bactérienne, voilà ce que l'on a, des bactéries. Donc vous avez deux sortes de bactéries, des bactéries qui peuvent être rondes et d'autres en forme de gélules, plus ou moins allongées. Donc on a des bacilles, quand il s'agit d'une bactérie allongée, et quand elles sont rondes, on parle de coque. Là, les bactéries sont en train de se diviser en deux, donc de se multiplier. Ça, c'est ce qui se passe dans la zone de croissance. Maintenant, regardons ce qui se passe dans la zone à l'interface entre les deux. C'est une hécatombe. On appelle ça une plage de lyse, donc ce cercle autour de la culture, autour de la moisissure, c'est une plage de lyse. Lyse, ça veut dire cassé. Les membranes des cellules sont complètement rompues. Les cellules ont éclaté, ont déversé dans le milieu extérieur tout leur contenu, leur cytoplasme, elles sont mortes. Donc il reste quelques cellules vivantes, mais qui ne vont pas tarder à mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le champignon microscopique a déversé dans le milieu extérieur des molécules chimiques qui ont tué les bactéries. D'où le nom de antibiotique. Un antibiotique, c'est une molécule qui tue des bactéries. Pas des virus. J'entends bien, ce sont des bactéries, avec de l'ADN, une membrane plasmique. Et justement, la diapo suivante va vous parler un petit peu de la structure des bactéries, non, c'est celle d'après, la structure des bactéries, de façon à bien les séparer des virus. Donc tout d'abord, la multiplication des bactéries. Comment elles se multiplient? Comme nos cellules, par réplication. Réplication de leur ADN et séparation en deux, comme on vient de le voir dans la photo précédente. Dans le cas d'Escherichia coli, qui est une bactérie que l'on trouve dans notre... c'est la bactérie typique de notre microbiote, qu'on trouve dans notre intestin, dans notre gros intestin, elle met 20 minutes pour se diviser en deux. Donc vous imaginez combien vous en avez chaque jour. Mais les bactéries sont des êtres vivants un peu particuliers, elles peuvent échanger du matériel génétique par l'intermédiaire de petits plasmides, c'est-à-dire de petits morceaux d'ADN circulaires, tout petits, qu'on appelle des plasmides. Leur matériel génétique principal est aussi un ADN circulaire, mais beaucoup plus long. Et en plus, elles ont plein de petits morceaux circulaires qu'on appelle des plasmides, qui sont dans leur cytoplasme. Alors j'ai trouvé cette petite animation qui permet de comprendre. Là, vous avez deux bactéries d'espèces totalement différentes, une avec des pili et l'autre avec une paroi complètement lisse. Et elles se sont échangées un petit morceau d'ADN, un petit plasmide, qui est représenté par le petit rond bleu. Donc elles s'accolent l'une à l'autre, et le plasmide change de place, change de camp. Il se multiplie, se divise, et donc la bactérie qui est en dessous n'avait pas un certain allèle, et grâce au plasmide, elle a récupéré un allèle supplémentaire et elle devient F+. Bon, c'est une illustration, mais les gènes qui étaient contenus dans ce petit ADN circulaire ont changé sont passés dans une bactérie voisine, sans pour autant quitter l'autre bactérie, bien entendu. Donc voilà pour ce mode de reproduction un peu particulier. Maintenant, d'abord, je vous présente une bactérie en forme de gélule, donc un bacille, et son équipement normal, qui est une membrane plasmique, donc c'est le trait intérieur, sauf que les bactéries ont en plus une enveloppe, c'est-à-dire une espèce de muraille protectrice qui est autour de la membrane plasmique. Elles ont un ADN, un grand chromosome circulaire, des ribosomes, du cytoplasme. Elles n'ont pas de compartiment comme nos cellules. C'est pour ça qu'on les appelle des prokaryotes. Il n'y a pas d'enveloppe nucléaire, il n'y a pas de compartiment propre à l'ADN. Donc la légende, bien entendu, la membrane plasmique, la paroi bactérienne, donc qui est composée de molécules, souvent des polysaccharides, le cytoplasme, donc milieu liquide dans lequel se déroulent des réactions chimiques, le chromosome bactérien, donc c'est de l'ADN, et des ribosomes.
Les ribosomes, si vous vous rappelez, sont propres à la synthèse des protéines. Donc la synthèse des protéines se fera dans le cytoplasme, de même que la réplication et la transcription. Les antibiotiques, il y en a de différentes catégories. Certains vont inhiber la synthèse de la paroi bactérienne, ce qui fait que la cellule n'aura pas d'enveloppe, cette enveloppe rigide qui les empêche d'éclater, et donc elle éclatera, elle mourra. Certains antibiotiques inhibent la synthèse de la membrane plasmique. La membrane plasmique étant une structure moléculaire avec des molécules qui se déplacent, qui sont mobiles, qu'il faut renouveler. Si on ne peut plus renouveler, si les molécules ne peuvent plus bouger, la membrane plasmique, la cellule va mourir. Certains antibiotiques agissent comme des inhibiteurs de la synthèse de l'ADN, donc de la réplication, mais aussi de la transcription. D'autres vont agir sur la synthèse des protéines, donc empêcher les ribosomes de lire certains morceaux d'ADN, de l'ARN. Et puis vous avez d'autres catégories qui agissent sur des mécanismes cytoplasmiques particuliers. Donc là j'ai la synthèse des protéines dans le cytoplasme par l'intermédiaire des ribosomes, c'est la traduction, donc c'est de l'ARN, pas de l'ADN. Et vous pouvez noter que chaque antibiotique se fixe sur une cible spécifique et bloque une étape essentielle du développement des bactéries, et donc cause leur mort. J'en terminerai aujourd'hui avec ces aspects, et nous verrons la suite la prochaine fois. Au revoir, merci de votre écoute.